Bonjour. Bienvenue à cette table ronde sur le cloud, le edge, l'edge AI, le nano edge, pour essayer de déterminer la combinaison gagnante. Donc je suis Philippe Viexorek, je fais partie de l'équipe innovation de Minalogic et j'ai plutôt une focalisation en intelligence artificielle. En introduction, juste pour vous dire que cette table ronde est retransmise également en virtuel sur la plateforme Sidopulse. Donc il y a des gens qui doivent nous voir aujourd'hui et qui pourront nous poser des questions en ligne qu'on prendra en fin de présentation. Donc n'hésitez surtout pas. Et évidemment, pour les gens qui sont présents en physique, on fera circuler un micro pour prendre vos questions. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, alors par ordre alphabétique, Raphaël Apfeldorfer, qui est AI Solution Product Marketing chez ST. Bonjour Raphaël. Bonjour. Jean-Marc Lafont, qui est directeur du portefeuille Innovation IoT chez Orange. Bonjour. Et Nicolas Marzin, qui est senior directeur CTO Office chez Tipco Software. Bonjour. Merci à vous trois. Je vous propose peut-être, dans le même ordre, de vous donner la parole pour vous présenter vos structures avant d'attaquer le débat. Merci. Donc, je suis Raphaël Apfeldorfer, je suis responsable de la partie marketing pour les solutions d'intelligence artificielle chez ST Microelectronics. Donc ST est un des leaders dans le manufacturing de semi-conducteurs et délivre des produits à plus d'une centaine de milliers de clients dans les domaines industriels, des équipements électroniques grand public et de la partie télécommunications, PC et périphériques. Et un large portfolio autour de transistors analogiques, de l'électronique de puissance, des microcontrôleurs, microprocesseurs et circuits dédiés type ASIC, ainsi que les capteurs, y compris capteurs optiques. Donc mon groupe, le microcontrôleur et Digital IP, s'occupe en particulier un gros fournisseur de microcontrôleurs et de microprocesseurs à travers la famille STM32 qui occupe l'espace au niveau de la partie ultra low power, accélération matérielle sur les process de contrôle moteur, ainsi que l'intelligence artificielle en particulier. Donc mon groupe s'occupe de développer l'écosystème d'intelligence artificielle qui permet à nos clients de développer des nouvelles fonctionnalités sur microcontrôleurs et microprocesseurs à base de machine learning ou de deep learning. Merci. Jean-Marc, chez Orange. Oui, donc je suis en charge de toute la partie IoT dans notre branche innovation, donc, qui recouvre aussi bien une direction technique pour nos différentes business units et pays, et puis également dans toute la partie anticipation. Et en particulier, on travaille évidemment très étroitement sur les dimensions cloud, edge, 5G. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pour voir comment on construit effectivement ces services dans cette chaîne. Merci. Et donc Nicolas pour Tipco Software. Oui, merci. Donc deux mots sur Tipco Software. En fait, donc on est un éditeur américain. On fait environ 1 milliard de chiffre d'affaires, 5000 personnes dans le monde, 200 en France. Et la mission de Tipco, en fait, c'est d'aider donc on est un éditeur logiciel uniquement. On ne fait pas de hardware. La mission de Tipco, c'est d'aider nos clients à tirer parti de leurs données en temps réel, de manière à prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement. Et pour cela, en fait, on a un portefeuille qui s'articule autour de 3 piliers principaux. Ce qu'on appelle Connect, c'est offrir toute la connectivité aux data d'où qu'elles viennent, que ce soit de device ou que ce soit d'applications. Unify, c'est apporter toute la gouvernance autour de la donnée. Et Predict, tout ce qui est analytique, data science, etc. Donc moi, au sein de Tipco, je fais partie du Tipco Labs. Et en fait, notre structure est là pour travailler sur les produits du futur et innover avec nos clients et nos partenaires sur, par exemple, Edge Analytics, dont on va parler aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est intéressant d'avoir le point de vue de plutôt 3 gros acteurs qui sont effectivement plutôt hardware software, on va dire, pour Orange, et puis pure software pour Tipco. Donc, en guise d'introduction, j'aimerais bien que vous nous donniez votre définition, parce qu'on s'y perd un peu entre cloud, edge, edge AI, on parle aussi de fog, on parle de nano edge. Donc on sait des choses, peut-être revenir un peu sur où est-ce que vous placez toutes ces choses-là et avec quels avantages et quels inconvénients pour chacun. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Jean-Marc. Allez, en fait sur Edge, oui, on a beaucoup de définitions.
Et en fait, c'est aussi un côté un petit peu pragmatique on a de nombreux use cases et de nombreuses demandes clients un peu différentes. Et donc, il faut être capable de s'adapter à chaque cas. Donc ça peut être, et je ne rentrerai pas dans les définitions, je laisserai mes collègues creuser ça, mais c'est vraiment ce côté, on a beaucoup de données qui sont produites, on veut pouvoir les traiter le plus efficacement possible, les stocker le plus efficacement possible, les transporter également, parce que ça ne sert à rien de transporter des téraoctets à travers un réseau. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir à chaque fois trouver la bonne combinaison, et que ce soit l'espace de stockage et l'espace de traitement, qu'ils soient au bon endroit. Donc, si on a une application près de l'objet directement, si on peut directement avoir un capteur derrière. On parlait, si on a toute une chaîne de caméras, on ne va pas mettre par caméra, et donc on est obligé de remonter au niveau au-dessus. Et puis après, si on veut surveiller ou travailler sur une zone beaucoup plus large, à ce moment-là, on fera un traitement plus haut dans le réseau. Voilà. Et donc le but, c'est vraiment d'amener cette flexibilité. J'allais dire, tout est possible. Et donc il faut amener par contre cette simplicité pour que du coup, toute la partie des intégrateurs, des développeurs et surtout des clients puissent trouver leurs solutions, et on s'assure qu'on arrivera à aller récupérer les données où il faut. Ça, c'est plus la partie IoT. Et après, donc, pouvoir la stocker, les traiter où il y aura besoin côté Edge et Cloud. Donc, si je caricature un peu, le Edge, en gros, c'est des fermes de serveurs. Le Cloud, pardon, c'est des fermes de serveurs. Et le Edge, c'est effectivement la connexion terrain. Mais dans ce que vous dites, effectivement, un réseau de caméras, c'est un réseau de capteurs. Donc c'est pas dans le cloud, mais c'est pas du edge non plus. Donc ça veut dire qu'il y a un troisième niveau. Oui, enfin, on peut distinguer beaucoup de niveaux. En fait, le edge, c'est un terme très générique, et puis chacun va avoir sa définition. Nous, ce qu'on distingue, c'est déjà effectivement des machines qui vont être de puissance assez forte, qui vont être capables de traiter des grosses parties, des gros monceaux de données, même si c'est en local, mais peut-être en rassemblant des données qui viennent de plusieurs capteurs via soit du filaire, mais voire du wireless. Et après, quand on va descendre dans la gamme, on va aller plus vers des devices qui, eux, sont directement connectés au capteur. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir directement faire sens des données en temps réel, avec peut-être un taux d'échantillonnage beaucoup plus élevé, avec des capacités d'analyse beaucoup plus proches du senseur, donc pouvoir vraiment le capter. Et voire même quand on descend de très bas, on peut même des fois délocaliser de l'intelligence directement dans le capteur lui-même. Donc on a tous ces niveaux-là, et aujourd'hui on a différentes associations qui s'intéressent à ça. On a par exemple tous les gens qui vont vouloir benchmarker maintenant le machine learning, à travers notamment des associations comme le IMBC ou ML Commons, qui ont lancé un benchmark qui s'appelle MLPerf. Eux, ils ont classé ça dans une catégorie tiny, vis-à-vis d'inférences qui soient beaucoup plus larges. Et on a aussi, par exemple, au travers de la fondation TinyML, des gens qui justement popularisent ce fait qu'on a aussi maintenant de l'inférence beaucoup plus light, mais beaucoup plus proche du sensor, facilement délocalisable, qui peut tourner sur des microcontrôleurs. Donc on parle vraiment d'architecture type ARM, basée sur du ARM Cortex-M, qui sont très, très peu coûteuses, quoi. Nicolas, tu voulais intervenir, je crois. Oui, en fait, donc pour nous, en fait, la définition de Edge, elle est relativement flexible. C'est-à-dire qu'elle dépend un peu du cas d'usage et effectivement, l'idée du Edge, c'est de pouvoir se rapprocher au plus près de là où la data est produite, et aussi de là où la décision doit être prise le plus rapidement possible. Donc il y a des scénarios où plus on va vers le Edge, plus on est autonome aussi, on a cette notion d'autonomie. Il y a aussi des scénarios où on est multi-device aussi, où on agrège finalement des données de plusieurs devices pour prendre des décisions. Et pour nous, le Edge, c'est peut-être un petit serveur pas très loin en fait, qui puisse faire tourner l'algorithme en fait, et fournir l'alerte ou l'opportunité le plus près en fait, et le plus tôt possible. Et du coup, le nano-edge dans tout ça, c'est un terme que je n'avais pas forcément dans mon radar. Oui, alors après, on peut distinguer un tiny, nano, et l'appeler comme on veut. Hein. L'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir adresser comme type de device qui soit autonome en énergie, peu coûteux, optimum, et puis un peu indépendant, d'avoir besoin d'une connectivité réseau tout le temps pour pouvoir remonter les données. Donc résistant à l'absence de connectivité au moins temporaire, quoi. Et nano n'est pas un peu réducteur comme terme ? Je sais pas, je croyais qu'Esté voulait parler de...
Alors oui, effectivement, alors je vois où vous voulez en venir. Donc ST, en juillet, a acquis une société qui s'appelle Cartesiam, qui développe un produit qui s'appelle NanoEdge AI Studio, qui effectivement donne la possibilité de générer des réseaux très, très peu coûteux et très simples, mais surtout très facilement à tous les développeurs embarqués qui développent sur des solutions à base de Cortex-M. Et donc du coup, on arrive dans des solutions où on met dans les mains de développeurs des choses qui leur permettent justement de bénéficier des avancées qu'on fait sur le machine learning très facilement et de pouvoir déployer ça sur des devices très contraints en énergie ou en puissance de calcul. Donc, ce que j'entends dans ce que vous dites, vous parlez beaucoup effectivement de contraintes, d'énergie, effectivement de temps de réponse, de temps de latence. Il y a d'autres avantages au Edge par rapport au cloud justement? Oui, on cite classiquement donc la résistance, la robustesse à la connectivité et la diminution de la dépendance vis-à-vis de la connectivité, ce qui peut être aussi un avantage au niveau des coûts, puisque transférer des térabytes de données dont on sait à la fin jamais trop quoi faire, c'est très coûteux. Il y a effectivement le fait que ça soit plus économe en énergie de consommer la donnée en local plutôt que de la transmettre à travers du wireless. Quand on est sur du filaire, peut-être moins, mais en tout cas, dès qu'on va passer en technologie wireless, ça peut être plus consommateur de transférer l'intégralité de la donnée plutôt que de la consommer. Et puis après, tout ce qui est lié à la connectivité, la latence aussi, par exemple, on a moins besoin on peut répondre directement à un événement en local sans avoir besoin de passer par le cloud et les temps de latence associés. Surtout en combinaison, maintenant qu'on a la partie 5G qui se déploie, on arrive à avoir des latences beaucoup plus faibles, des grandes bandes passantes, donc beaucoup de données qui sont disponibles tout de suite. Et c'est dommage après de les remonter jusque dans le cloud et de reperdre de la latence sur la partie fixe, alors qu'avant c'était historiquement la partie mobile. Donc ça permet vraiment, cette partie Edge combinée à la partie 5G, il y a toute une série de use cases sur lesquels on peut vraiment profiter de cette latence et pouvoir être très réactif dans les prises de décision. Est-ce que ça offre également une certaine sécurité au sens confidentialité des données? Parce qu'il y a beaucoup de moteurs d'inférence qui ne sont pas forcément européens ou français, américains, asiatiques, etc. Donc effectivement, le fait qu'on doive remonter ces données dans des grands centres de calcul qui ne sont pas forcément non plus hébergés en France, est-ce qu'une approche Edge, justement, offre une certaine indépendance par rapport à ça ou pas? Oui, ça va contribuer certainement. Hein. Sur le microcontrôleur, aujourd'hui, on arrive par exemple même à consommer de l'image ou des petites vidéos. Hein. Donc, évidemment, pour des problématiques RGPD, quand on ne veut pas montrer sa tête sur une image qui est envoyée sur un cloud provider, c'est sûr que ça aide. On va quand même envoyer de la donnée. Aujourd'hui, ça va limiter effectivement l'exposition, la surface d'exposition des données, donc des attaques possibles. Après, évidemment, ça ne règle pas tout. Hein, la sécurité, on le sait bien, quel que soit ce qu'on va remonter, il va y avoir une manière aussi d'authentifier quand même quelle est la personne qui est derrière ou le type d'équipement et d'en inférer quelque chose. Donc, il reste quand même un aspect sécurité à accompagner jusqu'au cloud. Mais effectivement, il y a certaines problématiques qui peuvent être simplifiées, comme le traitement de l'image en particulier. Okay, d'accord. Et du coup, aujourd'hui, on est quand même sur un modèle où justement les modèles d'apprentissage se font toujours sur des grosses fermes de calcul, et le Edge n'est capable de faire que la partie inférence. Ou est-ce que les objets commencent déjà, ou les microprocesseurs sont suffisamment puissants pour faire également de l'apprentissage localement? On a un petit peu aussi de l'apprentissage en local, effectivement, à travers justement les studios type NanoEdge AI. On arrive aujourd'hui, au moins pour l'anomaly detection en particulier, donc à apprendre la normalité en local directement sur le microcontrôleur, et puis après voir comment on dévie de cette normalité. Donc ça peut s'appliquer à des choses comme par exemple la détection de vibration, donc un phénomène vibratoire qui montrerait qu'un moteur est en train de faiblir ou qu'il est décalé au niveau de son axe ou des choses comme ça. Ça, on peut arriver à apprendre qu'est-ce qui est normal sur le comportement du moteur dans différents régimes de vitesse, par exemple, et puis après voir comment est-ce que ça dévie de ça. Et ça peut être fait déjà en local. Après, peut-être classifier le type de problème. On peut faire l'inférence en local,
Mais l'entraînement va plutôt être fait là plutôt avec des grandes bases de données pour essayer d'avoir quelque chose de plus robuste et puis qui soit représentatif de plusieurs équipements, plusieurs cas qu'on a vus dans la vie réelle. Et on peut aussi avoir des cas un peu intermédiaires dans lesquels, en local, on a une phase d'apprentissage en profitant justement de la très grande quantité de données. Et après, il y a un peu, j'allais dire, cette synthèse ou ce qu'on retient de l'apprentissage qui peut être repartagé vers d'autres sites centralisés vers un cloud, vers d'autres sites en locaux, pour qu'eux-mêmes puissent directement profiter de ce qui a déjà été pré-traité et pouvoir être beaucoup plus efficace ensuite dans ces phases. Donc ça permet à chaque fois on peut avoir un local très puissant pour ces premiers traitements, j'allais dire, et puis après avoir des traitements locaux beaucoup plus allégés. Parce que là, quand on parle de ferme de serveurs, tout de suite on prend peur, mais voilà, on peut avoir des capacités beaucoup plus limitées qui du coup bénéficieront et sauront ce qu'il faut aller chercher dans ces analyses. Nicolas, peut-être que vous avez, comme vous êtes effectivement un peu l'applicatif de la table ronde, vous avez peut-être des exemples un peu plus concrets où justement vous pouvez nous dire ce qui est traité en local ou ce qui est sur des use cases terrain. Ouais, je pourrais te donner deux exemples. Un exemple que vous venez de citer en fait sur les vibrations. En fait, on travaille aussi avec un fabricant de puces européen et, sur un scénario assez similaire en fait où au fur et à mesure de la fabrication en fait les chips sont transportés en fait dans des chariots avec différents scénarios poussés par des humains, poussés par des robotisés, etc. Et en fait l'idée c'est d'avoir un capteur directement sur le chariot avec des indicateurs type la vibration en fait et si on détecte en fait que ça vibre trop, potentiellement on émet une alerte, on arrête le chariot, des choses comme ça. Après en termes de logiciel, en fait nous ce qu'on essaye de faire c'est avoir créé un framework léger en fait pour créer des applications de manière très simple. Et finalement la décision de savoir si ça tourne dans le cloud ou au plus proche du device, c'est en fonction du use case, ça va être la même techno en fait. On va réutiliser des approches cloud, microservices et containers. Et on a créé en fait une solution très légère en fait qui peut tourner jusqu'à éventuellement même une caméra ou un petit serveur à côté, tout comme il peut servir dans le cloud aussi avec toute l'élasticité et la puissance en fait, dont on a besoin. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple en fait basé sur tout ce qui est computer vision. Donc là on a travaillé avec Intel sur des sujets autour du retail et par exemple des caisses automatiques donc quand vous allez faire vos courses en fait et que vous passez à la caisse automatique, vous pesez vos articles. En fait, il y a tout un tas de capteurs. Il y a à la fois la balance, il y a le lecteur de code barre, et maintenant de plus en plus, il y a des caméras qui vont corréler en fait les trois informations qui viennent des trois capteurs, qui vont vérifier que vous ne faites pas passer une bouteille d'huile d'olive à la place d'un grand château des Côtes-du-Rhône, par exemple. Et ce genre de décision doit être pris évidemment en local dans le magasin. Donc de plus en plus, en fait, on voit ces scénarios de créer des applications au plus près de là où sont produites les données, et on essaye de fournir alors nous, on ne fournit pas d'applications, mais on fournit une plateforme de développement d'applications de microservices qui peut ensuite être installé, exécuté en fait en local ou dans le cloud, et gérer tout l'aspect connectivité au device, enregistrement, pousser des versions, des updates en fait des différents modèles, qui est aussi un problème quand vous avez 300 caméras par exemple, voilà ce genre de choses. Et on a aussi, quand on pense local, c'est pas nécessairement exactement au même endroit. On peut prendre l'exemple par exemple d'un port commercial dans lequel on a de nombreux containers. Il y a la possibilité d'avoir des porte-containers donc évidemment qui doivent bouger sur le site. Donc là, on parle de monstres de plusieurs tonnes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir piloter ces porte-containers à distance. Mais quand on dit à distance, c'est juste un peu plus loin dans le port. Donc, grâce aux remontées des bits 5G, on est capable de remonter de nombreuses caméras parce qu'évidemment, il faut regarder dans toutes les directions pour pouvoir piloter. Et là, du coup, il y a effectivement cette capacité de traitement et de contrôle qui est en local sur le port et qui n'est pas dépendant d'une remontée lointaine, avec une prise de risque également dans le cloud. Le cloud, il est loin. Voilà. Il y a aussi le sentiment. Tout à l'heure, on parlait de privacy des données. Il y a aussi le côté un peu psychologique du quand c'est prêt, on a l'impression que c'est mieux protégé. Ce qui est vrai dans certaines mesures, ce qui n'est pas toujours en termes de cyber, mais voilà, on a aussi cette notion. Et du coup, quand on veut piloter un engin de plusieurs tonnes, on se dit vaut mieux que ce soit à côté et que je garde bien le contrôle de ce qui se passe.
Après, dans les cas industriels, et pour illustrer aussi le fait que c'est souvent des solutions à plusieurs étages, en fait, là en ce moment sur le site, sur le Boost ST, aujourd'hui on montre une solution dans laquelle on a un microcontrôleur et qui est ultra low power, hein, de nos nouvelles séries STM32U5, qui prend une image vidéo, par exemple dans un environnement industriel où on doit détecter si des personnes ne sont pas censées être dans une partie de l'usine ou à certaines heures spécifiques. Détecte en fait s'il y a une présence. S'il y a une présence, le capteur d'image va commencer à acquérir de l'image et on fait tourner de l'intelligence artificielle pour déterminer si sur cette image il y a une personne ou si c'est juste des choses qui ont bougé sur la scène qui n'ont pas forcément lieu à demander à de la surveillance. Et si on détecte qu'il y a une personne, on remonte une petite vidéo, une courte vidéo de la séquence qui a été enregistrée, à soit un endroit où quelqu'un va manuellement vérifier ce qui se passe, ou alors peut-être à un étage d'intelligence artificielle supérieure ou intermédiaire qui va décider si la personne qui est là, elle est censée vraiment être là, ou s'il doit alerter des alertes automatiques, par exemple. Ok, merci. Il y a quelque chose qui m'a frappé, enfin qui m'a étonné dans ce que vous avez dit. Donc, je comprends effectivement l'intelligence artificielle pour faire un peu de computer vision, de reconnaissance d'images, de déplacement, etc. Je reviens sur le capteur vibratoire. Alors, je suis peut-être pas suffisamment spécialiste dans la vibration, mais un truc qui vibre et un truc qui vibre pas, ça me semble pas relever d'une complexité d'une intelligence artificielle. Donc, et je sais que c'est un use case qui revient souvent. Donc, j'aimerais bien, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc, j'aimerais bien que vous explicitiez, si vous pouviez, un peu ce use case-là particulièrement. Alors, en l'occurrence, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est de faciliter la vie en fait à nos clients pour créer des applications rapidement et sans forcément avoir besoin de beaucoup d'IT en fait pour le faire. Et donc, on a développé une solution entre guillemets no code avec une interface utilisateur où vous définissez des règles simples. Donc, cet exemple particulier, le POC qu'on est en train de faire en fait avec le client en question. L'idée, c'est une règle toute simple en fait. Hein, si vous avez un capteur de vibration, en 3 clics en fait, vous avez une interface où vous définissez si on dépasse le seuil. Sauf que le seuil, il dépend. Il faut se connecter à un système pour savoir ce qu'il y a dans le chariot, parce qu'il y a un ordonnanceur en fait de tous ces lots, etc. Et donc, modulo un petit peu d'intégration et de logique applicative, elle-même qui se définit en fait en no code. Vous n'avez pas une ligne de code à écrire en fait. On peut créer cette petite règle simple et l'appliquer au device en fait directement. Donc l'étape d'après, ce sera de prédire probablement la vibration, où là on peut avoir de l'AI. Je comprends bien. Le no-code, vous voyez ça comme un incontournable, parce que ça me paraît antinomique, parce que l'intelligence artificielle reste quand même quelque chose de spécialiste, un peu compliqué. Le no-code, effectivement, c'est fait pour le néophyte. Marier les deux aujourd'hui, c'est des choses qui se font, qui existent. C'est-à-dire que dans l'application, vous avez des personas entre guillemets différents, et la mise en place, l'industrialisation, on veut dire, de cette application peut être faite dans un environnement no-code, et à un moment donné, vous allez uploader un modèle peut-être très sophistiqué qui a été fait en Python avec un data scientist et du code. Mais la mise en œuvre en fait de l'articulation en fait de je me connecte à mes devices, je crée un data pipeline comme on appelle ça, et graphiquement en fait j'orchestre finalement le scénario métier, le cas d'usage en fait que je veux utiliser, on va dire, ou mettre en place, peut se faire de manière très simple. Puis après, je rajouterais qu'on a aussi beaucoup de développeurs embarqués aujourd'hui. C'est quelque chose qui a déjà été développé sur des dizaines d'années et dont on continue de bénéficier aujourd'hui pour faire des nouveaux produits. Des gens qui sont experts en data science dans déjà cette catégorie de développeurs embarqués. Il y en a déjà beaucoup moins, hein, il y en a à peu près 2%. Donc du coup, aujourd'hui, on a vraiment besoin de ces solutions qui permettent à ces développeurs embarqués de rapidement trouver le meilleur algo, générer un algo, le développer en low-code avec des thresholds, mais ça peut être aussi des algos de machine learning qui justement apprennent en local qu'est-ce que c'est le pattern vibratoire normal par exemple, on a une démo sur un ventilateur. Voilà, quand il commence à être encrassé avec de la poussière, le pattern vibratoire finit par changer et on voit qu'il est encrassé. Et ça c'est pas forcément toujours facile avec juste une simple threshold ou quelque chose comme ça de pouvoir dire c'est normal, c'est pas normal. Donc là, des algos de machine learning, c'est là où ça prend son sens pour arriver à distinguer ce qui est une anomalie, une vraie anomalie, ce qui n'en est pas, et parfois même des anomalies qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a pas pu mesurer pour pouvoir mettre soi-même une barrière.
Et là, le machine learning, comme le paradigme change, on apprend de la donnée pour générer l'algorithme plutôt que de générer son algorithme pour faire sens des données. On peut s'adapter aussi en temps réel et pouvoir peut-être même mettre à jour ces algorithmes quand la statistique de la donnée change au cours du temps aussi, ce qui est aussi possible, même pour des patterns vibratoires aussi, quoi. Et c'est une approche aussi chez Orange, le no-code, c'est une tendance? Oui, tout à fait. Enfin, c'est le low-code et plus généralement la simplicité et la facilité pour pouvoir tester et j'allais dire, plonger dans le bain et se lancer sur ces sujets. Là, on parle beaucoup de métiers. À chaque fois qu'on a c'est des vraies transformations en général dans les entreprises. Ça change complètement les process, ça change la manière de travailler. Et donc, ils ont besoin de se l'approprier, d'une part. Et puis, d'autre part, ce n'est pas nous qui allons leur dire ce qu'il faut faire. Là, on est dans le métier, c'est à eux de se l'approprier, de jouer avec, entre guillemets, et de créer des choses. Et donc, on a vraiment cette approche de pouvoir offrir, j'allais dire, la boîte à outils complète pour que le plus simplement possible, les entreprises et aussi les intégrateurs, les développeurs puissent assembler des briques, que ce soit du low-code, que ce soit des capteurs, que ce soit du stockage, du traitement, pour qu'à partir de ces briques, très facilement, on puisse essayer des choses, lancer des applications. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer qu'on lance notre Edge Lab sur le site de Châtillon-Paris, qui va nous permettre, donc qui est ouvert en fait aux développeurs, intégrateurs, entreprises qui veulent venir tester justement avec Edge ce qu'il est possible de faire comme application. On a évidemment mis ça au même endroit que le 5G Lab, ce qui nous permet vraiment de tester sur le terrain comment, avec du low-code, avec des applications, on puisse rapidement assembler et regarder concrètement ce que ça donne, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis également regarder comment les gens s'approprient, parce que ça c'est un élément très important, c'est comment dans l'entreprise les gens vont s'approprier ces transformations. Et donc il n'y a rien de tel que de pouvoir l'essayer en vrai dans un lab ouvert, et donc c'est ce qu'on a lancé aujourd'hui, et donc on l'a construit avec notre partenaire Google sur le sujet. On parle beaucoup de transformation numérique. J'ai un peu l'impression que dans l'IA, on ferait mieux de parler de révolution, mais ça ferait peut-être un peu trop peur aux gens. Peut-être que le no-code, c'est justement le fait, comme vous l'avez dit, de s'approprier et effectivement un peu de démystifier cette techno. J'ai quand même l'impression qu'il y en a beaucoup de building blocks qui sont déjà tout prêts et qui demandent qu'à être utilisés et qui cherchent des cas d'utilisation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou si ça reste quand même des choses de spécialistes. L'IA embarqué, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais les entreprises n'en sont pas toujours conscientes. C'est pour ça que côté Orange en particulier, on bosse beaucoup avec les partenaires, puisque l'idée, c'est pas de dire on va vous faire une solution. Non, c'est on va travailler avec des partenaires pour vous amener les bonnes briques par rapport à votre besoin. Et puis, on itère, on regarde ce dont on a besoin. Et puis ça permet vraiment d'avoir cette avancée, parce que l'approche classique du je fais d'abord une grande réflexion, après je fais un POC, après je fais un pilote, après je me dis tiens au fait est-ce que d'un point de vue ROI ça marche, est-ce que je vais plus loin, ça nous mène à des projets qui en général sont morts avant même d'être arrivés au bout, quoi. Et donc là l'idée c'est comment arriver à dès le départ en fait pouvoir se projeter, et quand on projette les acteurs, du coup on se projette beaucoup plus facilement sur les transformations pour les gens, sur les enjeux financiers derrière, et puis souvent d'ailleurs les gains financiers on les retrouve pas où on les attendait. Enfin, on pensait gagner sur tel élément, et puis une fois qu'on a lancé, il y a les équipes qui disent ah oui mais attends, si j'ai ça je vais pouvoir bosser différemment, voilà. Et donc ça il faut mettre entre les mains des gens ces outils, et on les a, et je pense que j'allais dire toutes ces solutions existent, il n'y a qu'à voir toute l'activité sur le SIDO, enfin, il y a plein de choses qui existent. Et effectivement, il faut qu'on arrive à les rendre très simples et à convaincre les entreprises que c'est simple en fait. Allez-y, ce n'est pas un saut haut, on vous accompagne et ça se passera bien. Et il vaut mieux une approche itérative surtout. Tout à fait. Il y a un sujet qu'on a commencé d'effleurer, donc effectivement l'apprentissage, ou au moins les premières phases d'apprentissage se font sur des gros systèmes et après sont donnés aux objets proches du terrain. Effectivement, vous avez touché du doigt aussi un enjeu qui est de maintenir que les objets continuent d'apprendre. Donc aujourd'hui, j'ai compris qu'effectivement, il y avait un apprentissage local qui était possible sur des microprocesseurs. Par contre, un objet localement qui apprend tout seul dans son coin, est-ce qu'il n'y a pas un moyen qu'il en fasse bénéficier ses petits copains de même classe, une caméra qui sait reconnaître
un comportement anormal dans une foule, par exemple, peut-être qu'il pourrait faire partager tout son réseau de caméras. Il y a des travaux ou des approches là-dessus? Vous avez parlé justement de, Oui, il y a de mise à plusieurs jour, niveaux, ça me fait il y a- penser au firmware over-the-air qu'on connaît sur nos téléphones. Exactement. Oui, il y a plusieurs niveaux à ça, hein. Effectivement, sur certains cas d'usage, on peut apprendre des choses en local. Je parlais en particulier de ce qui est détection d'anomalies. Après, par exemple, pour de la classification, il faut avoir une interaction, il faut labelliser la donnée pour pouvoir savoir dire à la fin, c'est telle classe, c'est telle autre, tel type de choses. Donc il y a un moment où certaines fonctionnalités vont pouvoir être faites directement en local, d'autres il va falloir remonter de la donnée. Effectivement, la deuxième phase, c'est de remonter toutes ces données pour pouvoir créer des modèles qui après suivent les variations statistiques qu'on rencontre sur le terrain. Donc avec du firmware update over the air, ou peut-être quand on a des modèles qui sont un peu indépendants du modèle update uniquement, hein, pour minimiser aussi les transferts. Et puis après, effectivement, il y a des approches aussi telles que le federated learning, dont l'idée, ça va être de remonter des premiers niveaux de learning qui sont faits en local à des instances centrales qui, elles, vont communaliser l'apprentissage et puis redescendre ça aux différents nœuds du réseau qui font les inférences. C'est déjà des choses qui existent ou c'est des travaux de recherche actuellement? Je dirais que c'est plus encore au niveau de recherche. Il y a des problèmes encore un peu fondamentaux, pas complètement résolus, hein, parce que là, on capte de la donnée de flottes de capteurs qui, des fois, sont un peu hétérogènes, qui ne rencontrent pas tous les mêmes conditions. Donc, il peut y avoir aussi je ne sais pas comment on dit en français, le skewness de la donnée, c'est-à-dire qu'elle va être un peu biaisée sur certaines parties parce que certains devices ont perdu la connectivité et pas d'autres, donc ceux qui n'en ont pas perdu, ils ont remonté plus de données, ou ils ne sont pas confrontés exactement au même phénomène statistique. Donc il y a quelques problèmes comme ça qui restent encore à être résolus à mon avis, mais par contre il y a déjà des choses qui existent aujourd'hui qui permettent de traiter d'une certaine façon toutes ces données. Mais effectivement, la mise à jour après sur le terrain reste aussi un enjeu crucial sur la mise en production après pour dépasser cette étape de proof of concept, quoi. Peut-être je peux rajouter aussi sur un exemple un peu plus macro. En fait, si on prend un gros objet qui est un hôpital, par exemple, c'est des sujets qu'on commence à regarder aussi. L'idée de dire que j'ai des données patients en fait, que je ne peux pas partager en fait, avec un autre hôpital. Et donc j'ai un certain nombre de modèles qui ont été entraînés avec les données de ce patient et qui malgré tout bénéficieraient en fait, d'être entraînés avec les données d'autres hôpitaux. Et donc cette idée de federated learning aussi, voilà, un niveau... pas au niveau d'un device, mais peut-être au niveau des données patients aussi. C'est quelque chose qu'on regarde, notamment avec Intel aussi, avec qui on a des solutions autour du federated learning. Donc, c'est des sujets en cours, là. C'est vrai que des sujets comme ça lève d'autres problématiques de confidentialité, d'anonymisation des données, etc. qui sont... Oui, il y a un sujet aussi, connexe, en fait, qui est la génération de données de synthèse. Qui va vraiment de pair, où à la fois vous avez la capacité, via des médecins en fait, peuvent utiliser des outils en fait, pour générer des données de synthèse représentatives d'une population, mais à la fois vous voulez que la population elle soit représentative de votre hôpital en local. Et donc le federated learning qui puisse apprendre finalement les caractéristiques de chaque hôpital et des caractéristiques des patients pour ensuite réinjecter dans les données de synthèse pour que voilà, on fasse avancer... Sachant que dans le machine learning, si on prend l'exemple du Covid, par exemple, le learning, c'est tous les jours, en fait, puisque, par définition, c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est plein de sujets un peu entremêlés qui sont d'actualité aussi. Et le Covid et l'IA est un bon sujet, parce qu'effectivement, l'IA est capable de tout faire, mais on ne l'a pas vu beaucoup dans le Covid, malheureusement. On a plus vu le Covid que l'IA, malheureusement. Ok, je pense qu'on commence de toucher à la fin de la table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez aborder, qu'on n'a pas abordés avant de prendre des questions dans la salle et éventuellement en ligne? Bon, il y a juste un point en fait, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'on est un éditeur de logiciels, etc. On a vraiment beaucoup misé sur l'open source aussi, sur ces sujets-là, parce qu'on pense que c'est ce qui va favoriser le développement de... Il y a plein de use cases en fait, qui doivent être testés, des POC, etc., faits par les clients. Et le fait de rendre ces technologies disponibles en open source, bah, ça favorise aussi des tests, voilà,
toutes ces solutions en fait, sont plus simples à mettre en œuvre à partir du moment où elles sont gratuitement disponibles en fait, et en mode open source. C'est également une belle réponse aux problématiques de souveraineté nationale, de moins dépendre. Effectivement, alors j'ai rien contre Google, mais vous l'avez cité. Mais effectivement, les gros acteurs de l'IA sont majoritairement pas européens et pas français. Donc effectivement, des approches open source sont peut-être de nature à rassurer, entre guillemets. Okay. En message, enfin, je pense que ce qui est important, c'est vraiment que les entreprises se rendent compte que toutes les technos sont là et sont accessibles. Ça peut sembler compliqué, le local, le pas local, etc. Mais à la limite, pour elles, ça n'a aucune importance. Enfin, c'est de quoi elles ont besoin et il y a dans la trousse à outils, il y a ce qu'il faut et on adaptera ce qu'il faudra, les bons types de développement, etc. Donc l'idée, c'est pas aux entreprises d'essayer de comprendre, je veux dire, sous le capot ce qui se passe, mais plutôt où est-ce qu'elles veulent aller avec cette voiture. Et pas hésiter aussi à regarder ce que font les autres entreprises, parce qu'on se rend compte que ça permet vraiment de créer un peu des idées, de se projeter. Parce que spontanément, il y a des choses toutes simples qui peuvent être faites dans une entreprise et les gens n'ont pas l'idée de tiens, c'est vrai qu'on pourrait simplifier en faisant ci ou en faisant ça. Et on se rend compte que c'est en présentant des choses que ça donne des idées et puis après on rebondit. Et puis derrière, les solutions techniques, on les a toujours. Avec les différents partenaires sur le marché, on sait répondre à l'ensemble, on voit 99% des problèmes. Donc, et c'est effectivement là où on peut parler plus de révolution par rapport à transformation, notamment par l'IA. Parce que l'expérience que j'en vois au travers des expériences d'entreprise que j'accompagne, c'est que souvent, le résultat n'est pas ce qu'ils escomptaient au départ. Effectivement, les optimisations ne sont pas du tout où ils s'y attendaient. Et effectivement, la démarche est très itérative et dépend forcément des données, etc., etc. Et parfois, l'optimisation n'est pas une optimisation au final. Mais bon, parfois, ça ne marche pas. Oui, mais on essaye et si ça ne marche pas, après, on rebondira sur un autre sujet et il y a toujours des choses à améliorer. Oui, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Et quand on parle de délocaliser l'intelligence aussi du cloud vers le monde physique, c'est qu'on essaye aussi de se rapprocher des capteurs. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment donner aussi plus de compréhension au monde, aux différents objets qui sont autour de nous, et que ça peut passer par des choses auxquelles aussi on n'a pas forcément l'idée au début. On pense souvent à la vision qui même déjà se découle entre ce qui est visible, ce qui est en infrarouge, ce qui est en thermique. Mais après, il y a toute une gamme de capteurs qui permettent de senser ce qui est autour du monde et autour des objets, la présence de personnes, à base des charges électrostatiques de la pièce, à base des vibrations, de la consommation électrique des équipements, à base de signaux, de mesures de température thermique. Donc il y a beaucoup aussi de choses après qu'on va pouvoir dériver et rendre justement l'intelligence à la fois proche des sensors et puis à la fois intégrer cette intelligence avec des flottes de sensors pour faire quelque chose de plus complexe ou qui aussi nécessite des données qui viennent du cloud ou de l'expertise dans les domaines d'expertise des entreprises avec lesquelles on travaille. Ok, je crois que je retiendrai 2 messages de notre échange. Donc je vous remercie déjà de cet échange assez riche. Je pense que la salle vous remerciera également. Je retiens 2 messages, effectivement. C'est que c'est pas si complexe que ça. Il y a des approches effectivement no-code, open source, etc., qui rendent la technologie accessible. Effectivement, le débat finalement Edge, Cloud, Fog, Nano Edge, Deep Edge, c'est peut-être pas un débat. Il y a une réponse à chaque situation. Effectivement, il y a des gens qui sont capables d'orienter les entreprises selon leurs besoins. Et qu'effectivement, il faut bien quand même aller voir les gens qui savent, entre guillemets. Vous êtes 3 illustrations des gens qui savent dans ce domaine-là. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer. Je pense que vous ne serez pas trop loin de vos stands ou par là. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous remercie beaucoup. Peut-être quelques questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y en a et si on a un micro qui peut se promener. C'est toujours la première, la plus dure à poser. Ou si on en a en ligne aussi. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc soit on vous a endormi après le repas, soit on ne vous a pas du tout intéressé. Donc je ne sais pas lequel est le pire. Non, pas de manifestation. Bon, il me reste à vous remercier énormément. Bonne journée, bonne fin de salon. Et puis encore une fois, merci à nos 3 intervenants. Merci. Merci à tous. Merci.